Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ici à cette deuxième mercredi des Sciences Po de 2017. Et là, je vous remercie tous aux étudiants et aux invités d'être venus ici, et surtout M. Anwar-Zine d'être notre invité, le grand invité aujourd'hui qui va soutenir le grand oral. Cette preuve, cette façon d'organiser la conférence, d'une façon que ça va donner la possibilité au public de poser beaucoup de questions. Et comment ça va se passer? Ça va se passer que nous, on va poser des questions pour lancer le débat pendant plus ou moins une heure. Et après, on va vous donner la parole pour poser toutes les questions que vous souhaitez au monsieur Zine, qui vous répondra tout de suite. Alors, moi je vais commencer. On va être assez strict sur le temps pour permettre à tout le monde de parler. Du coup, on va vous poser une question, monsieur Zine, et après, vous aurez plus ou moins 5 minutes pour répondre. Parfait. C'est bon? D'accord. Et là, moi je vais commencer, je vais poser une première question qui est retour sur le titre de la conférence, c'est-à-dire le réenchantement de la politique au Maroc. Et déjà, un réenchantement, ça présuppose un désenchantement de la politique au Maroc. Et moi je voulais savoir quels sont un peu les symptômes de ces désenchantements parmi vous. Quel processus nous a amené à la manifestation de ces symptômes et qu'est-ce que ça veut dire réenchanter la politique au Maroc? Merci Monsieur le Président, merci à toutes et à tous d'être là. J'espère que vous allez passer un moment agréable. Je m'appelle Anwar-Zine, j'ai 38 ans, je suis agitateur d'idées. C'est-à-dire quelqu'un qui devrait, a priori, vous prendre la tête à vous raconter ce qu'il veut bien vous raconter. Vous devriez faire semblant de le croire et de lui poser des questions, il va faire semblant de répondre. Non, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Comment réenchanter la politique? Voilà donc une grande aspiration. Je ne pense pas en détenir les clés personnellement, mais il y a là-dedans un chantier ouvert pour tout le monde, d'abord pour la classe politique, ensuite pour les citoyens. J'ai travaillé pendant 10 ans du côté de la classe politique et depuis quelques mois je travaille du côté des citoyens. C'est vous dire à quel point quand on travaille du côté des politiques, on est un petit peu très loin des citoyens, ce qui n'est pas normal et ce qui explique un peu le désenchantement auquel vous faites allusion. Le désenchantement vient du fait que on a développé une espèce d'indifférence. L'indifférence, c'est plus grave que le boycott électoral. C'est une quasi-opération comment dire, de désobéissance politique à laquelle on assiste aujourd'hui au Maroc, puisque je dois rappeler qu'en 2015 et en 2016, seul un Marocain sur 4 en âge de voter s'est déplacé pour participer aux élections qui ont élu les instances élues aujourd'hui en charge de gérer les villes, les provinces, les régions. Un Marocain sur 4 en âge de voter. C'est ça le vrai taux de participation, c'est très grave. Donc voilà un premier indicateur chiffré, le taux de participation dans les élections. Mais la démocratie, vous le savez mieux que moi, marche sur 2 pieds. Le premier pied, c'est les élections, c'est un jour tous les 5 ans ou tous les 6 ans, en fonction des élections, de la nature des élections. Et puis marche sur le deuxième pied qui est le débat public, auquel d'ailleurs je vous remercie, vous participez brillamment avec vos mercredis Sciences Po entre autres. Et bien sur le débat public, on a très peu d'activités, on a très peu d'actions. Je vous donne 2 exemples récents. Riba, une jeune élève, vient de mourir en CNES parce que visiblement, selon sa famille, elle aurait été, je parle au conditionnel parce que je ne suis pas un juge, quand bien même je suis devant un grand jury, aurait subi des opérations de torture de la part de sa maîtresse. Dans un pays où le débat public est présent et vif, ça devrait déclencher quand même quelque chose, un minimum d'intérêt, une déclaration des politiques, une ouverture d'une enquête judiciaire, un scandale, une polémique, une chaîne de télé qui passe en direct, qui en parle. Le monde devrait s'arrêter si une petite fille meurt des suites de violences dans une classe d'école, c'est quand même pas rien. Eh ben, non. Non. Non, ça n'intéresse personne. Il y a pas ce débat, ça n'intéresse personne. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est la Saint-Valentin? Est-ce que c'est parce que c'est Saint-Germain qui met 4 au Barça? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on ne s'intéresse pas à ce sujet de Riba en particulier, qui est un sujet douloureux et qui devrait remuer un petit peu. Je ne sais pas à quoi on sert quand on est chef de gouvernement désigné, quand on est un élu de la nation, si on au moins on ne s'indigne pas, on n'est pas ému par ce qui vient de se passer. Deuxième exemple, il est plus structurel, c'est qu'il y a 7 millions de Marocains qui sont déplacés le 7 octobre 2016, c'est des vrais quand même cascadeurs. Hein. Ils sont déplacés le 7 octobre pour élire un parlement qui fonctionne et un gouvernement. Ça sert à cela, les élections législatives partout dans le monde. Eh bien, près de 150 jours après, le parlement ne fonctionne pas. Ah, pardon, il a fonctionné une fois, c'était sur instruction de Sa Majesté le Roi, pour l'approbation des statuts types pour le retour du Maroc à l'UA.
Sinon, il n'y a pas d'autre urgence. La santé, donc tout va bien, l'éducation, il n'y a pas de quoi débattre de tout cela, l'emploi, la loi de finances pour l'investissement. Mais de quoi vous parlez? On a tout le temps. Pourquoi le Parlement devrait se réunir? Et puis, non, on attend le gouvernement. Adieu Montesquieu, la séparation des pouvoirs. Crève, retourne-toi dans ta tombe. Non, le Parlement attend que le gouvernement se mette en place pour pouvoir fonctionner correctement. C'est extraordinaire. On devrait demander au troisième pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire, d'arrêter de fonctionner. Vous, les juges, monsieur le jury, vous n'allez pas être là, parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Non, les tribunaux devraient fermer. Et puis, par-delà aussi, le quatrième pouvoir, si on peut le considérer comme les médias comme un quatrième pouvoir, ou les réseaux sociaux, mettez-y ce que vous voulez. Non, le monde devrait s'arrêter parce que M. Boukela n'arrive pas à former une majorité. Voilà. On en est réduit à cela. On en est réduit à avoir des titres de presse. M. Boukela a eu un entretien téléphonique avec M. Arlouche. C'est ça l'actualité politique dans ce pays. Ils se sont parlé. Waouh, le scoop, c'est génial. On en est réduit à apprécier et applaudir que des parlementaires remboursent l'argent au Parlement parce qu'ils n'ont pas travaillé pendant 4 mois. Ah bon? On est réduit à cela? Mais je ne vous demande pas de rembourser l'argent. Si vous le faites, c'est génial. Non, vraiment, c'est génial. Je vous demande de travailler. Touchez ce que vous voulez, c'est vos indemnités, vous y avez droit. Vous avez tout fait pour. Ce n'est pas un contrat de travail, le Parlement. C'est un contrat social. Rousseau, l'autre, il se retourne aussi dans sa tombe. C'est pas un contrat de travail. Je sais pas, si quelqu'un qui a un contrat de travail ne travaille pas pendant 3 mois, on ne lui demande pas de rembourser l'argent. Il est viré. Ça s'appelle abandon de poste. Donc voilà. Il y a 7 millions de Marocains qui ont voté, personne ne manifeste, personne ne s'indigne, personne ne met de la pression pour que ces institutions fonctionnent, parce qu'il y a un contrat social qui est celui quand je mets l'urne, le vote dans l'urne, c'est pour que, allez, dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un délai raisonnable, les institutions puissent fonctionner correctement. Voilà pourquoi le désenchantement, parce que on se fout de la gueule les uns des autres. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Anouarzine, oui. Vous êtes, oui, c'est votre nom. Vous êtes un personnage très sociable, très ouvert. On peut le remarquer sur Facebook, parce que oui, j'ai stalké votre page Facebook. Et dernièrement, vous avez publié un article très intéressant sur le déblocage, enfin sur le blocage gouvernemental. Non, sur les 10 raisons qui vous feront le blocage. Oui, j'allais y venir. Vous anticipez la chose. Oui. Bien, et je me suis attardée sur une expression que vous avez utilisée, oui, qui est l'autoblocage gouvernemental. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, expliciter vos propos? Oui, je peux expliciter, d'autant plus que ça a été mal interprété, puisque visiblement l'humour ne réussit pas à tout le monde. Enfin, c'est pas ma spécialité, j'essaie, j'apprends. Hein. J'essaie de vous faire rire, tout à l'heure, j'y arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas être parfait, donc je m'améliore. Oui, j'ai fait un post sur Facebook pour dire 10 raisons qui vous feront aimer le blocage gouvernemental. C'est dans le style 10 raisons qui font en sorte que vous êtes un rabatté, ou 10 signes que vous êtes réellement un étudiant à l'Université internationale de Rabat. Enfin, c'est du sarcasme. Mais le sarcasme ne veut pas dire que c'est pas vrai. Il y a de la vérité là-dedans, avec les 10 raisons. Et je me suis arrêté sur une expression, en fait, au dire blocage. Non, c'est de l'autoblocage. Pourquoi c'est de l'autoblocage? Parce que le personnel politique n'arrive pas à être autonome. Je veux dire, il y a des gens qui sont partis en prison, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont payé de leur sang, de leur chair, de leurs idées, pour qu'on puisse avoir une espèce de vie en commun. Ça s'appelle la démocratie, le pouvoir au peuple. Aristote disait, c'est participer à la vie de la cité, et virgule, les criminels, celui qui ne participe pas à la vie de la cité, c'est le pouvoir au peuple, les criminels, celui qui ne participe pas à la vie de la cité. On essaie d'avoir ça, c'est-à-dire une capacité de s'auto-réguler dans cette salle sans qu'on ait besoin ni du recteur, ni d'un représentant de l'État. Et on se rend compte finalement que de bout en bout, du haut en bas, nous ne sommes pas une société de droit, nous ne sommes pas les enfants du droit, nous sommes les enfants de l'État. Après, appelez-le Marzen, appelez-le comme vous voulez. Comme les Anglais sont les enfants du commerce maritime international. C'est des filiations comme ça, on se découvre des parents comme ça. Et nous sommes les enfants de l'État, je m'explique. Vous êtes dans un syndic d'immeubles en plein quartier chic, Agdal, Racine, à Casa. Vous avez des gens qui sont plutôt de bonne allure, qui ont été bien formés, certains sont même passés par l'Université internationale de Casa, de Rabat. Et les voisins n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le fonctionnement du syndic d'immeuble. Ils n'arrivent pas. Ils sont instruits, cultivés, ils ont de l'argent, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les parties indivises, et qui va payer le gardien, et les horaires d'ouverture de la porte du garage, etc. C'est des problèmes de la vie en commun. La cité commence là. Quand est-ce qu'ils se mettent d'accord? C'est quand il y a un représentant de l'autorité, avec tout le respect que j'ai pour cette profession, parce qu'elle est très importante. Et vous, les gens de Sciences Po, vous devrez vous intéresser à ce métier-là, parce que c'est un vrai métier, c'est une vraie expertise. Il arrive, il met tout le monde d'accord. C'est extraordinaire.
et sociologiquement, enfin, je ne vais pas être méchant, mais en tout cas, son niveau de vie n'est pas celui des habitants, ni son niveau d'instruction a priori, et parce qu'il est le représentant de l'État. Je vais prendre un exemple un peu moins polémiste. Après, qu'on ne retienne pas contre moi que je fais la discrimination contre les Moukhdam, pas du tout. Vous mettez dans un carrefour à Rabat, un feu rouge, vous mettez en panne tous les feux. Les automobilistes, des voitures de bonne allure, avec des gens bien là-dedans, sympathiques, etc. Ils ne se mettront pas d'accord. Vous mettez juste, allez, 80 voitures, pas beaucoup. Juste ce qu'il faut, ça va bloquer. Vous mettez un représentant de l'État qui est quelqu'un en uniforme, et ça va réguler la chose. C'est de dire, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. On devrait pouvoir, parce qu'il y a des règles de conduite dans le code de la route qui dit que la priorité est à droite, pouvoir un petit peu se mettre d'accord pour pouvoir filer les uns les autres, les uns après les autres, et déboucher le carrefour. Donc, ça c'est du bas vers le haut. Vers le haut, enfin si le haut, parce que c'est pas du tout haut, ça vole très bas, c'est le personnel politique, ouais, c'est la même chose. Les gens qui ont obtenu aujourd'hui des sièges au Parlement, ils attendent qu'un représentant de l'État vienne les mettre d'accord pour former une majorité gouvernementale. Si vous connaissez l'adresse de son Qatem, prévenez-moi, que je puisse aller chercher, on est pressé, on va avoir un gouvernement pour bien fonctionner. Évidemment, je fais de l'ironie et du sarcasme encore, c'est qu'ils attendent des signaux. Ils attendent des solutions qui viennent d'ailleurs, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. En tout, ils ont 395 sièges, hein. La majorité, c'est à peu près 200 sur 395, 198, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est pathétique, c'est comme ça. Donc c'est l'autoblocage. Comme un syndic d'immeuble qui s'autobloque, comme des automobilistes qui s'autobloquent dans un carrefour. Bonsoir Monsieur Zine. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. J'aimerais vous poser une question assez spécifique. Je sais qu'elle vous tient à cœur et elle a trait à l'institution familiale. Oui. Voilà. Ça fait 10 ans maintenant que vous en parlez. Déjà en 2007, vous disiez « on a fait beaucoup de mal à la famille », je vous cite. Un mariage sur 2 finit par un divorce, les célibats durent plus longtemps. 10 ans plus tard, aujourd'hui 2017, dans votre livre, page 92, depuis quelques années, depuis qu'on a cru que la loi fait la famille, on a tout gâché, le taux de divorce explose et l'âge du mariage recule. Alors je vous pose cette question parce que c'est important pour vous, comme c'est important pour moi. C'est dans mon livre, parce que je ne l'ai pas lu. Vous l'avez écrit, n'est-ce pas? C'est la blague. J'aimerais savoir, Monsieur Zine, est-ce que vous ne pensez pas plutôt que le Maroc a besoin de la modernisation des différents liens sociaux? Est-ce que c'est une tare, encore aujourd'hui, que la jeunesse ait d'autres projets que le mariage dans l'absolu? Non, personnellement, non. Non, et d'ailleurs, je vais jusqu'au bout du parallèle avec le mariage, et je dis que le personnel politique et les citoyens ne se parlent que 15 jours tous les 5 ans. Dans un couple, ça serait parfait. C'est la paix. Mais ça ne fait pas un bon couple quand même, si on se parle que 15 jours tous les 5 ans. Il se trouve que j'ai des convictions qui sont ce qu'elles sont. Je crois que le noyau de la société le plus prouvé jusque-là, c'est la famille. Alors, si vous entendez famille forcément par mariage, oui, j'entends cela. Nous sommes dans une société qui est ce qu'elle est et qui admet difficilement d'autres modèles de formation de la famille différents du mariage. Cela étant dit, et je renvoie encore la responsabilité un peu au personnel politique, c'est en ce moment, on va dire, ma cible préférée. Regardez la Constitution de 2011, article 20. Tous les enfants sont de la responsabilité de l'État, quel que soit leur statut familial. C'est une phrase extraordinaire. En arabe, elle est encore plus directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, parce que les enfants sont là, la Constitution admet qu'il faut avoir une situation légale, c'est-à-dire des papiers. Et de là, on a développé des jurisprudences, notamment au niveau de la justice, parce que la justice dans ce pays fonctionne bien. Regardez ce qui s'est passé dans le procès du Buzou, de Marrakech ou de Nador, etc. Les juges font bien leur travail. Et c'est ce qui a permis de développer des jurisprudences selon lesquelles les enfants qui sont nés dans un cadre en dehors des liens de mariage puissent avoir une filiation. Ici, il faut porter le nom de famille de la mère. C'est extraordinaire comme évolution. Sauf que les urnes sont forcément conservatrices. Je vous renvoie aux résultats. Si tant est que ces élections étaient un miroir parfait de la société marocaine, ce que je mets en question quand même. 125 sièges pour le PJD, 102 pour le PAM. J'ai vu le programme du PAM, il n'y avait rien de moderniste. Très très conservateur. Je ferme la parenthèse PAM. On en parlera dans un sujet à part si vous voulez, comme vous voulez, parce que c'est intéressant comme cas d'école et comme cas d'étude. Et puis après, vous avez le Stirlal qui est quand même assez haut. Donc, entre PJD et Stirlal,
Ouais, ça fait rire, ça fait 37. Assez haut dans la deuxième division. Vous savez, il y a Champions League, il y a première division. Vous avez Paris Saint-Germain, après vous avez deuxième division, Barcelone. Non. Et donc, 35 plus 125, ça fait quand même un paquet. Les urnes sont conservatrices, la société est conservatrice. Et il va falloir prendre en considération ça. Mon point de vue, j'y arrive, parce que je ne fais pas d'esquive, c'est qu'il y a de la place pour tous les modèles de vie en société à partir du moment où les gens sont libres du choix qu'ils font. C'est-à-dire que, et je ne l'écris pas dans le bouquin parce que je n'ai pas envie de faire de la polémique tout de suite, s'agissant par exemple de la question de l'héritage. Je suis pour la création de 2 modes d'héritage. Le premier est civil, le deuxième est religieux. Et les gens ont le choix d'aller inscrire le mode qu'ils voudraient pour leurs enfants plus tard, afin de faire le départage de l'héritage comme ils le souhaitent. Je pars de cette liberté-là. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut absolument réformer toute la loi de l'héritage et contraindre ceux qui ne veulent pas appliquer la charia à appliquer un code civil. Non, je n'ai pas le droit, au nom de la même liberté. Par contre, je suis pour la création d'un deuxième mode. Je suis pour la création d'un statut beaucoup plus clair, où on n'est pas obligé de passer par le juge pour la reconnaissance des enfants qui sont nés en dehors des liens de mariage. Mais je continue à dire que la famille, c'est le noyau le plus fort. Parce que la famille n'est pas que la filiation directe, enfant. C'est aussi les frères et les sœurs. Et je vais vous dire, ma vie n'a pas été simple. La famille, c'est ce qui reste quand tout s'en va. Et souvent, tout s'en va. Je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire, monsieur, si vous Allez. me permettez. Donc vous avez parlé de liberté des individus. Ouais. Alors je vous recite, je me suis peut-être trompée dans l'interprétation que j'ai faite de vos propos, donc reprenez-moi si jamais. Non, je sais. Vous aviez expliqué quand vous étiez à la course pour être élu parlementaire en 2007, Ouais. que vous favoriseriez excusez-moi, un code civil permettant d'aider les jeunes à se mettre en couple légalement, à se marier et à faire en sorte que les familles n'explosent pas. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu là une atteinte aux libertés des individus? Ça veut dire Je quoi, sais pas. monsieur, On peut en demander politique, à la- un code civil pour faire en sorte que les jeunes se marient, pour faire en sorte qu'ils rentrent dans la légalité? Parce qu'aujourd'hui, l'article 490 est ce qu'il est du code pénal. Il y a tous les jours et tous les soirs que Dieu fait 8 millions de Marocains et de Marocaines qui sont dans l'illégalité, souvent l'après-midi et parfois même le soir et la nuit. Ils sont dans l'illégalité totale, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation de fébrilité légale. Ils sont en proie de n'importe quel abus de droit, parce que ça serait un abus, mais de droit, que d'aller les déranger ou de les surprendre, etc. Ça met en difficulté des milliers de jeunes femmes au Maroc. Je m'explique. Vous avez un code de la famille qui vous dit, en cas de divorce, les enfants en bas âge, la garde est automatiquement pour la femme. Très bien. Sauf que, si elle se remarie et sur plainte de son mari, elle perd la garde automatiquement. Ok, elle ne se remariera pas. Très bien, parce qu'elle veut garder les enfants. Oui, mais c'est là une relation intime, c'est article 490 code pénal, parce que c'est des relations sexuelles en dehors du mariage. On demande quoi à la femme, jeune ou pas jeune, parce que c'est pas là la question, qui a des enfants en bas âge, qui a divorcé, de faire vœu de chasteté? Vous voyez, par la juxtaposition simple des lois qui sont là, la différence entre vous et moi, mademoiselle, je vous le dis tout de suite, c'est que probablement nous avons les mêmes idées, sauf que j'ai de la réelle politique. C'est-à-dire que je connais les lois de ce pays et je fais en sorte pour qu'on essaie de s'en sortir. Je vais vous donner l'exemple de ce que j'étais en train de dire et je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon idée, vous avez raison de me le faire savoir. En Iran, j'ai été à Téhéran, je ne raconte pas ça dans son livre, et j'ai découvert que pour les étudiants, comme vous, en université, ils ont mis en place une espèce de contrat de mariage, un CDD de 10 ans. Vous le connaissez? Voilà. Je pensais exactement à cela, c'est-à-dire faciliter légalement la possibilité d'être ensemble pour ne pas être embêté à aller trouver 2 chambres d'hôtel, une chambre et demie, etc. Ça ne peut plus continuer de fonctionner comme ça. Et puis après, il y a les enfants et puis il y a la violence. Imaginez la jeune femme qui est violentée par son compagnon, son concubin, qui veut aller porter plainte. Elle fait comment? Elle n'avait pas à être là à la base. C'est ce que lui dit l'agent de police. Comprenez? Au quotidien, nous avons énormément de difficultés parce que les lois sont ce qu'elles sont. Maintenant, si vous comptez sur le personnel politique pour abroger l'article 490 du Code pénal, c'est attendre longtemps. C'est pour ça que je lance changer, entre autres. Pas beaucoup pour ça en particulier, mais voilà. Pour changer les lois par les citoyens. Parce que le personnel politique est conservateur et les urnes sont conservateurs. Je me débrouille bien? Voilà. Bonsoir, M. Zine. Bonsoir. En fait, ma question va porter cette fois sur la nature même du mouvement que vous lancez, sur le mouvement Changer, donc. Et je me posais la question, en fait, les mouvements aujourd'hui, les mouvements citoyens ce sont une tendance aujourd'hui mondiale,
Et ils font face bien sûr à une crise du champ partisan, à une crise des partis politiques, mais toute crise a ses propres raisons et ses propres conséquences et ses propres manifestations. Or, la crise de nos partis marocains n'est pas du tout comparable à celle des partis européens ou des partis occidentaux. Est-ce que la réponse que vous donnez, qui elle, par contre, est assez semblable à celle qui est donnée en Europe, est-ce que vous pensez qu'elle est adéquate, pardon? Et si c'est le cas, pourquoi? Merci. Depuis que j'ai lancé ce mouvement, je répète sans cesse que je voudrais bien, j'aimerais tellement parce que je le trouve beau, mais je ne suis pas Emmanuel Macron. Et changer n'est pas en marche. J'aurais aimé, vraiment. Mais c'est pas possible, voilà. Les lois de la nature sont ce qu'elles sont. Je ne suis pas Emmanuel Macron, regardez. Je suis Anwar Zine, je lance un mouvement qui s'appelle Changer, et ça n'a absolument rien à voir avec ce qui est en train de se passer en Europe. C'est pas Podemos, c'est un petit mouvement avec de grandes ambitions qui s'appelle Changer. Et on fait la promotion de 4 outils de changement. Il n'est pas en remplacement de l'offre politique, celle-là je ne m'inquiète pas. Je suis un libéral assumé, et je sais que lorsqu'il y a la demande qui est exigeante et forte, comme dans les télécoms, les consommateurs demandent des téléphones, les opérateurs ramènent de jolis téléphones. Ou l'industrie automobile, les consommateurs demandent des voitures plus robustes et plus économiques, l'industrie automobile. Et la gouvernance est pour moi un produit comme un autre. Pardon pour les gens de Sciences Po, j'ai fait Sciences Po, donc je sais que ça écorche quand on dit que la gouvernance est un produit comme les autres. Non, évidemment que ce n'est pas un produit comme les autres, mais suivez mon raisonnement jusqu'au bout pour comprendre le bout de mon idée. Si les consommateurs de ce produit qu'est la gouvernance sont exigeants, naturellement l'offre politique va s'améliorer. Donc changer n'est pas un remplacement des partis politiques. Je ne suis pas un aigri, déçu, amer de l'UC pour créer un autre parti politique. Ma décision était ferme, je ne créerai pas de parti politique tant que je suis vivant. Si je suis mort, je vais essayer. Et je ne reviendrai pas dans un parti politique. Moi, j'ai décidé de travailler du côté des citoyens, c'est-à-dire améliorer la demande et l'exigence citoyenne, par 4 outils. Le premier outil, c'est coopérer avec les élus. Je pars de la bonne foi, je dis bien qu'il y a des élus communaux, il y en a, c'est vrai, provinciaux, régionaux, même nationaux, qui voudraient bien recevoir les idées des citoyens pour créer une crèche communale, pour créer un parc de jeux pour enfants, ensemble, décidés, imaginés par les citoyens. Ce sont les citoyens qui ont des solutions vitales de chaque jour. C'est eux qui savent si la rue doit être à double sens ou à sens unique. Un élu ne pourra pas savoir si toutes les rues doivent être à sens unique ou à double sens, si l'éclairage doit être blanc ou jaune, si la taille du réverbère ou du poteau électrique doit être de 3 mètres ou de 10 mètres. Ce sont les habitants qui le savent, parce qu'ils savent qu'il y a des vagabonds qui viennent le soir, qui à 3 mètres peuvent casser la lumière, et ça devient un problème de sécurité. La solution n'est pas de ramener un policier. La solution, c'est que le poteau de réverbère électrique doit être de 10 mètres avec un éclairage blanc. Hop, il n'y a plus d'insécurité. C'est incroyable. Mais c'est une idée qui vient des habitants. Donc le premier outil, c'est travailler avec les élus. Et les lois organiques, que je vous invite à consulter, de 2015, juillet 2015, la commune, la province, la région oblige ces institutions à faire valider un certain nombre de projets de développement dans le territoire par les habitants. Sauf que, il se trouve que je connais bien les élus. Et j'ai travaillé à l'INDH, je raconte ça dans le bouquin. Et j'ai vu comment les élus développent une ingénierie de détournement de la validation citoyenne par amis et familles, qui sont aussi des citoyens. Moi, je veux que mes vrais concitoyens puissent s'intéresser à la chose publique. Vous savez, en islam, on dit fardu kifaya. S'il y a 100 citoyens qui s'intéressent à la commune d'Agdal, eh ben, ça profitera à 50 000. Il est quand même inadmissible, jeunes gens, que la commune de Fès puisse faire un ordre du jour avec là-dedans un point qui interdit la mixité dans les salons de sport, de soins, de bien-être en dessous d'un certain métrage, que ça soit discuté, voté, sans qu'il y ait un citoyen qui soit au courant, surtout les propriétaires de salons de spa, l'industrie du tourisme, l'ONMT, et surtout pas le ministère de l'Intérieur. Il a fallu que ça soit voté, que ça sorte dans le média pour que le ministère de l'Intérieur rappelle à l'ordre l'Ouali qui n'a pas fait assez. Vous voyez, si on continue de se désintéresser de la chose publique en tant que citoyen, vous allez voir des décisions bizarres se faire voter dans ce pays. C'est vraiment bizarre. Ça va alimenter les mémoires de recherche qui seront les vôtres plus tard, mais ça va être des décisions bizarres. Deuxième moyen, les pétitions et les motions. Nous avons 2 lois importantes sur les pétitions et les motions. Sur un arrondissement de commune, à partir de 400 signatures, la décision des habitants rentre obligatoirement en débat lors de la session de l'arrondissement. C'est extraordinaire. Donc, 400 habitants peuvent programmer une crèche communale. La crèche est une attribution communale. Il n'y a aucune commune qui fait des crèches, parce que ça ne les intéresse pas, parce que c'est des petits marchés, parce que c'est un casse-tête, parce que c'est des enfants. Eux, ils veulent faire des trottoirs, des chaussées, des opérations à gros sous. Ça, c'est intéressant. Pas une crèche.
pas un atelier de couture, pas un centre internet. Troisième modalité, le recours à la justice. Il y a un peu plus d'un an, 3 opérateurs décident de bloquer le même jour, à la même minute, en dépit des lois sur la concurrence, le Conseil de la concurrence, la voix sur IP. Quand bien même ils ont vendu avec logo de WhatsApp, etc., leur abonnement. Il y a 15 millions de Marocains qui sont touchés par cette restriction, qui en plus est une restriction de liberté d'expression. Je pars sur le côté technique, commercial et juridique. Vous voyez, on a les mêmes finalités. Eh bien, il y a 15 millions de Marocains qui sont touchés et c'est génial, on s'indigne. Waouh, super, il y a une opinion publique qui s'indigne. J'étais content. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des campagnes de dislike. On dislike les pages. Boum, 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 ok. Et on est content, il y a moins 1 million de likes sur la page de Maroc Télécom et de Moditel, c'est top. Sauf que 2 semaines après, ils ont racheté les likes. Il y a un citoyen d'Oujda, un, qui a porté plainte contre la LRT. On aurait été 1000, ça aurait été autre chose. Tous les jours que Dieu fait, les Casablancais d'Herbati subissent la pose du sabot, ce qu'on appelle le sabot, sur leur véhicule s'ils ne payent pas le parking. C'est une disposition illégale. Si on est 100 à porter plainte par jour contre la société Rabat Parking et Casa Parking, eh ben ils arrêteront d'enfreindre la loi et de mettre le sabot. Ils doivent mettre une amende et recouvrer l'amende. Donc, coopérer avec les élus, pétition ou l'émotion, recours à la justice, et puis 4e moyen, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer, ben, c'est un métier, c'est pour ça que vous êtes formés pour devenir demain des influenceurs, des plaidoyistes, des gens qui font changer les choses. C'est le recours aux institutions internationales, c'est la pression sur les élus, c'est les médias, c'est la mobilisation par le cas du fait divers. Amina Filali s'est suicidée parce qu'un procureur lui a suggéré, et on sait comment un procureur peut suggérer, c'est quasiment un ordre, d'épouser son violeur, son présumé violeur. Elle s'est suicidée, c'est dommage, mais la mobilisation et le plaidoyer tel qu'il a été fait et bien fait par la suite a fait en sorte que cet article a été abrogé à l'unanimité au sein du Parlement. Merci Amina Filali. Le jeune Abdelrahman de Asfi qui s'est filmé avec un petit téléphone, tiens, intéressant, qui a posté ça sur Internet en train de décoller une mauvaise chaussée de basse qualité. Je ne sais pas, vous avez suivi la polémique, qui s'est fait arrêter. Il y a eu un débat par la suite. Montrez-moi encore une rue, une chaussée qui est faite avec cette matière. Cette matière a disparu. Pourtant, c'est un grand lobby qui était derrière. C'est le pouvoir de l'homme seul. C'est Amina Filali, c'est Abdelrahman de Asfi. C'est Sarah Parks des États-Unis. Elle a refusé de céder une place dans un bus. C'est comme ça aussi. Donc le pouvoir de l'homme seul ou de la femme seule est extraordinaire. Et le plaidoyer, c'est quoi? Le plaidoyer, c'est l'association INSAF qui a bataillé pour que les jeunes filles ne puissent pas être embauchées comme filles de ménage à l'âge de 16 ans. Elle n'a pas tout à fait réussi, mais il y a un moratoire de 5 ans. Un an s'est écoulé, il y en a 14, ça va passer à 18 ans. C'est beaucoup d'associations qui se sont activées pour qu'il y ait enfin dans ce pays une loi sur le don d'organes. Encore une fois, une question de liberté. Je voudrais pouvoir faire un don d'organes. Ce n'était pas possible. Depuis 2-3 ans, c'est possible, parce que des gens se sont battus pour ça. Parce que pour régler un problème de rein, une maladie de rein, il n'y a pas de solution, ils font une transplantation. C'était possible entre famille, parents, hommes, épouses, etc. Mais ce n'était pas ouvert. Aujourd'hui, c'est ouvert. Le drame, c'est qu'il n'y a que 1000 donneurs qui sont inscrits. Donc je me demande si les combats pour certaines libertés vaut la peine d'être menés. Et justement, vous parliez de votre engagement. Enfin, maintenant que vous avez quitté l'UC, je voudrais vraiment vous poser une question. Oui, allez-y, je ne gênez pas, je dis tout. Quand vous êtes entré à l'UC, et surtout lors de votre campagne lorsque vous briguiez le secrétariat général du parti, absolument, vous disiez vouloir évincer les mammouths. Je me rappelle très bien, c'était lors d'une conférence ici même. J'ai dit ça comme ça? Ah oui, vous disiez que J'étais sobre? Du moins, vous aviez la verve, vous ne titubiez pas, vous étiez bien sur vos pieds. Et ça a marché? Non, malheureusement, mais bon, il s'agit d'étant un éléphant, pas un mammouth, mais... Non, mais la question que je voulais vous poser... Pas gentil pour lui, je lui ai apporté. Ah, il a la peau dure, c'est un pachida. C'est vrai. En fait, vraiment, la question qui me vient, c'est... Pourquoi est-ce que vous vouliez vraiment vous accaparer, ou plutôt insuffler une idée dans un parti qui, dans le fond, enfin, à la vue de tous les Marocains, était une coquille complètement vide? Est-ce que c'était ça votre ambition? C'était d'abord pour corriger cette histoire de coquille vide. L'Union constitutionnelle est un très grand parti qui est né sur une très grande idée d'un grand monsieur qui s'appelle Maté Bobet Toudarhamou. Cette grande idée, c'était la liberté, qui est une super belle idée. C'est le parti qui, dès 1983, créé dans les conditions de sa création, et j'ai dit ça publiquement quand j'étais à l'UC, je dis toujours la même chose d'ailleurs,
Je passe sur les conditions de création parce que ce qui m'intéresse, c'est le sort. Qu'est-ce qu'on devient après? Les conditions de création de l'Istiqlal sont très nobles. Que devient l'Istiqlal aujourd'hui? Les conditions de la création du SFP sont d'une romance extraordinaire. Que devient l'USFP aujourd'hui? Bon, bref, donc, pour les jeunes d'aujourd'hui, pour le Maroc d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que deviennent les partis aujourd'hui. Je m'en fous s'ils ont été créés par le haut, par le bas, par le milieu, dans un four, dans une cocotte minute, ou sur un tagine à température ambiante, il n'y a pas de problème, c'est pas seulement... Mais ça a été créé sur une belle idée de la liberté. La liberté de l'initiative, de l'entrepreneuriat. La liberté de la gestion des territoires en toute autonomie, la régionalisation. Les papiers de création de l'UC parlent de 12 régions. Tiens, intéressant, on y est arrivé en 2015, c'était 16. C'est le renforcement de capacité de l'individu, c'est-à-dire que citoyen, c'est un métier. Il y a une différence entre être habitant du Maroc et citoyen du Maroc. Citoyen, c'est connaître ses droits et ses devoirs, c'est pouvoir contribuer fiscalement, c'est participer aux délibérations publiques, notamment les élections. Enfin, je ne vous apprends rien, vous avez ça dans vos cours. Et bon, il faut travailler avec les citoyens. Donc c'est une grande idée l'UC, que j'ai adopté très jeune, enfant, dans une famille qui a vu arriver ce logo et le mythe de Maté Bovine. Après, j'ai intégré l'UC en 2006 et depuis le premier jour, j'ai des témoins dans la salle. J'ai toujours été, comment dire à mal, un anti-apparatchik, c'est-à-dire j'ai jamais été dans l'appareil. Je voulais changer les choses. J'ai réussi certaines choses, j'en suis fier. L'UC qui organise, un jeudi d'UC sur les libertés individuelles, c'était cela mon UC. L'UC qui fait un communiqué en solidarité avec les victimes de Bni Mellal, qui étaient, je le rappelle, 2 homosexuels tabassés, présumés, parce qu'on ne peut pas être coupable d'homosexualité quand même. L'humanité a changé depuis. Mais bon, c'est ce qui est dans ce pays. Ils ont été tabassés chez eux. C'est l'UC. C'est le seul parti qui fait. Le seul parti qui fait un communiqué, n'est-ce pas, c'est Omar, pour dénoncer l'arrêt brutal de la voie sur IP en partant de la loi, parce qu'on a des lois sur la concurrence, etc. C'est l'UC. C'était cela mon UC. J'y suis parvenu, j'en suis fier. Après, j'ai vu arriver une UC qui a présenté un candidat JDIDA qui est un dealer de drogue. Je le savais. J'ai dit non, il ne faut pas présenter ce candidat. On m'a dit non, toi tu comprends rien à la politique, on va présenter ce candidat. J'ai vu arriver une UC qui dit ça sent le vinaigre, on va s'accrocher au RNI et peut-être qu'il faut dissoudre l'UC. Je dis non, Maté Bobet, quand il a créé ce parti, c'était pas pour être dans le RNI était avant l'UC, donc il y a une autre idée, je n'étais pas d'accord. J'ai quitté, les déclarations sont toujours inscrites sur le web, en disant j'ai un différend, une divergence profonde sur le projet du parti. L'opinion publique, ou une partie de l'opinion publique a retenu que c'était pour la liste nationale. Soit, je ne vais pas me battre contre ça, mais j'avais des divergences profondes avec le projet du parti. Merci, merci. Sinon, si Mohamed Sajid est un charmant monsieur. C'est vrai? Merci Monsieur Zim pour les réponses. On va enchaîner avec un deuxième round de questions. Et là, ma première question, deuxième round, sera sur les dispositifs que vous venez de nommer, surtout sur la pétition et la motion législative. Parce que oui, c'est vrai que tous les principes de la démocratie participative aussi inscrits dans la Constitution, qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi tout un tas de références à la nécessité de la participation politique. C'est vrai, et il y a notamment ce dispositif, et c'est très innovant de la part du Maroc en 2011 employer ça. En même temps, c'est vrai aussi qu'il y a des limites dans ces dispositifs par rapport aux critères, aux processus, aux garanties. C'est pas toujours clair, c'est pas toujours facile. Et aussi, il y a des limites au niveau de l'usage, de l'emploi de ces moyens, parce qu'il faut quelqu'un qui sache les utiliser. Et c'est pas toujours facile de ramener 5 000 signatures ou 25 000 signatures s'il s'agit d'une petite motion législative. 70 000 pour une motion législative. C'est encore pire. Ouais. Pas sur la loi, oui. Ça démarre pas cette 25 000, vous avez raison. Et du coup, j'aimerais vous demander si ces moyens, en effet, sont pas un moyen de désenchanter la politique plutôt qu'un moyen de la réenchanter. Si c'est pas un moyen de mettre des politiques, de remettre la politique dans une sorte d'attente législative et mettre ces gens qui se battent pour leurs convictions dans une bataille contre les moulins à la fin. Écoutez, ces lois ont été faites par le personnel politique. Le personnel politique ne voit pas d'un bon œil le fait de recéder le pouvoir aux citoyens, et c'est naturel que ça a été fait dans des conditions qui semblent draconiennes de prime abord. Sauf que, et voilà pourquoi aussi je lance le mouvement Changer, j'ai passé quand même 10 ans dans un parti politique. 10 ans dans un parti politique, ça vous apprend à manger du poulet aux olives avec du pain
parce que c'est souvent le menu principal lors des meetings et vous devez faire semblant d'adorer ou adorer réellement si vous pouvez la qualité de cette cuisine, sinon les militants vous prennent pour un fils à papa qui comprend rien à la politique. Et donc c'est un apprentissage qui est nécessaire pour pouvoir faire la politique dans les partis politiques. J'ai appris à dresser la tribune, ça s'appelle Minassa en arabe, parce que c'est important sur un ordre protocolaire de qui va être là, ou à côté de qui, et surtout pour la caméra, c'est très important ce truc-là. Et puis j'ai appris comment remplir des salles. C'est un métier, remplir des salles. C'est ce qui fait que vous avez les images au journal télévisé avec un leader politique en train de faire ça, et vous avez les gens de l'autre côté en train de faire ça. Ça ne donne pas la même chose qu'avec Marine Le Pen, ça ne donne pas la même chose qu'avec François Fillon. Ils font bien les choses là-bas. Ici. Pourquoi? Parce qu'on apprend à remplir des salles. Remplir des salles, c'est un boulot. C'est de la logistique, il faut des cars, il faut des transports. C'est de la sandwicherie à fond. Il faut des sandwichs quand même qui sont mangeables, avec un petit jus ou un petit soda. Et puis c'est un petit peu de bakchich quand même. Donc on remplit des salles et ça fait semblant, ça fait un débat démocratique intéressant et sain. Alors maintenant, pourquoi je fais le parallèle? Parce qu'il faut être un petit peu rusé, parce que voilà, c'est fait par ce personnel politique, ces mêmes lois. Les lois parlent de signature. Il n'est pas dit que ce soit, si c'est un projet de réforme du secteur aérien, que ce soit des signatures de pilotes et de mécaniciens d'avion. On a parlé de signature et de carte nationale. Eh bien, je vous dis, jeune homme, les yeux dans les yeux, les signatures et les cartes nationales, ça se trouve. Vous ne me demandez pas comment. Mais de la même manière que les autres remplissent des salles pour faire passer des décisions bizarres, toi et moi, qui sont bien intentionnés, on va remplir des fiches avec des signatures et des cartes nationales, plutôt pour la bonne cause. Alors, les lois parlent que pour signer une motion législative, il faut être en situation fiscale régulière. Intéressant. Vous savez que pour être candidat aux élections législatives, c'est-à-dire parlementaire, on ne vous demande pas d'être en situation régulière fiscale. C'est extraordinaire. Voilà, mais ces lois ont été faites comme ça. Sauf qu'entre 18 et 35 ans en général, et parce que l'économie, ça ne marche pas, on n'a à peu près rien à payer à l'État et on est en situation régulière fiscale. Il se trouve que la TGR, qui est une administration extraordinaire modèle, vous pouvez demander cette attestation par Internet. Vous avez une réponse par 48 heures, c'est vrai, j'ai vérifié. Après, on vous parle de signature légalisée pour certaines mentions. Il faut les légaliser. Eh bien, il faut organiser ça autrement, c'est-à-dire autour de la fête, du thé, etc., ouvrir une annexe administrative dimanche et faire légaliser par coup de 100, 200. Oui, il faut mettre en place une mécanique pour ramasser quantitativement les signatures. Je le dis les yeux dans les yeux, parce que le personnel politique a voulu que ce soit comme ça. Je ne pense pas qu'il y aura 70 000 personnes convaincues à 100% de ce qu'il y a dans la motion, la pétition, ou 25 000. Je crois qu'il y aura 5 000 qui sont convaincus. Après, c'est un effet entraînant. Là, c'est comme le vote. Les gens votent aussi un peu par affection, par défaut, par sanction, par rage, par colère, parce que pour faire plaisir à un ami. Mais il n'y a que quelques gens qui sont convaincus d'une certaine idée. Et on va essayer de mettre en place ça. Alors il y a l'association Racine qui travaille sur une pétition pour mettre à disposition l'espace public pour les artistes. On les aide là-dessus. Et puis au futur meeting changé, on va annoncer officiellement, pas celle-là, une autre qu'on a accompagnée un petit peu dans la confidentialité. On a une pétition prête à 5 000 signatures qui va être déposée auprès du chef de gouvernement de plein pouvoir quand il aura les pleins pouvoirs. Donc on est arrivé. La réponse à votre question, on est arrivé, malgré la difficulté de cette loi, à faire une pétition. Et du coup, justement, j'ai rebondi, justement parce que vous parliez de remplir des salles, de trouver les signatures. Moi, je vous demande avec qui on est en train de remplir des salles, avec qui on est en train qui on est en train de trouver, et est-ce qu'on est en train de produire un véritable changement. En effet, s'il ne s'agit pas de faire signer une pétition, ou de convaincre les personnes que la chose qu'ils sont en train de faire, c'est un véritable acte de changement. Nous, on est en train de... Je réponds. Je fais le parallèle avec le vote. Le problème avec le vote, c'est qu'il y a un vote tous les 5 ans. Donc, accompagner un citoyen, un habitant du Maroc, à devenir citoyen, c'est-à-dire voter en son âme et conscience correctement, il faut quoi? Il faut 15 fois, il faut voter 10 fois. Il serait mort entre-temps. Signer une pétition, ça on peut le faire tous les jours. Je vous prie d'accorder le bénéfice du doute et de mettre le verre à moitié vide. Mon péché principal ici, c'est que je vous dis la vérité, je l'assume. La première fois, il va signer par amitié. La deuxième, par effet montpellier, parce que les autres ont signé. La troisième, il va se renseigner qu'est-ce qu'il y a dans la pétition. La quatrième fois, il va monter une pétition lui-même. Comme on peut faire des pétitions tous les jours, le cycle d'apprentissage de l'exercice de cette démocratie participative est beaucoup plus court que le cycle d'apprentissage d'un vrai vote sur la démocratie représentative qui, lui, a besoin d'un cycle électoral tous les 5 ans. Donc, voter 3 fois, ça revient à 15 ans. Ou 4 fois, ça revient à 20 ans. On ne peut pas apprendre quelque chose en faisant que 4 fois en 20 ans. Par contre, signer une pétition, la première fois, on le fait par
gentillesse, la deuxième parce qu'on nous a demandé. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura aucune signature achetée. Les voix électorales, ça s'achète. Je ne pense pas qu'un citoyen va vendre une signature. Et puis, les uns et les autres, pour ne pas être dénigrants, ce sont des Marocains, ils ont des cartes d'identité nationale. Tu sais, les gens qu'on ramenait dans les salles ne sont pas bêtes, ne sont pas stupides. Ils ont tout compris. Sauf qu'il n'y a que ça à faire. Si demain je leur explique qu'ils peuvent changer les choses en signant, ils vont changer les choses. À commencer par ceux qui sont sur la scène. Alors, Monsieur Zine, petit aparté pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, je suis persuadée que tous les débats pour les libertés valent la peine d'être menés. Ah, tu le dis. Ensuite, moi, je vais vous poser une question concernant les dernières législatives. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, les pourcentages de votants, etc. On va pas revenir dans les détails. Mais c'est une question un petit peu plus philosophique. J'aimerais savoir comment vous interprétez cette relativement faible participation, comment on en arrive dans l'histoire politique d'un pays à avoir aussi peu confiance en ses représentants, en ceux censés nous représenter, à quel moment, enfin, comment cette rupture apparaît comme ça dans un paysage politique. C'est malheureux quand même. Très malheureux. Il y a 3 niveaux d'analyse. Premier niveau d'analyse, c'est le boycott. Le boycott est quelque chose de très respectable. Parce que c'est une position politique. Je sais c'est quoi les élections, je sais à quoi ça sert, et je sais que ça ne sert à rien. Ils n'ont pas tort, finalement, au vu de ce qui est en train de se passer. Ça ne sert à rien. Je suis désolé de le dire. Parce que c'est pathétique de voter et qu'un Parlement ne fonctionne pas. C'est une position politique. Après, vous avez un niveau qui est l'ignorance, ou la flemmardise, ou la paresse, appelez-le comme vous voulez. Je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est quoi déjà? C'est les communales? C'est les législatives? Le parlementaire? Comment on fait changer ça? Comment on fait changer ça? J'y arrive. Et puis, vous avez un troisième niveau qui est l'indifférence. C'est celui-là qui est grave. C'est que je m'en fous, en fait. Un arimoun, ce qu'on fait de glace. Je ne fais que vous... Ouais. Il y a des gens qui ont le sentiment de tenir compagnie à d'autres dans ce pays. J'ai accès à rien. Vous savez, ils sont au nombre de combien? Parmi les jeunes. Entre les jeunes. Et ça, c'est des chiffres officiels du ACP. Ça vient de sortir il y a 2 jours. 1 685 000 jeunes. Ne travaillent pas, ne se forment pas, ne s'amusent pas, même pas. Rien en culture, rien en sport. C'est moche. Et c'est très grave, c'est très dangereux. Comment on change ça? En faisant de meilleures campagnes. Les partis politiques ne sont pas qualifiés pour faire de bonnes campagnes. Ils ne savent pas faire de campagne. Il y en a un seul qui sait faire des campagnes. C'est le PJD. Il est très loin devant. Le PJD n'est pas fort. C'est tous les autres partis qui sont faibles. Qui fait du porte-à-porte? Un seul parti. Qui fait de la base de données qualifiée, il vous bombarde de mails, de WhatsApp, de SMS? Un seul parti. Qui arrive à mettre en valeur un seul leader crédible aux yeux de certaines personnes, bon, pas à mes yeux en tout cas, qui a un discours qui passe et qui parle correctement? Un seul parti. Fédération de gauche, monsieur. Ah oui, j'avais 20 ans aussi. Oh, ça se soigne, je vous rassure. Oh, mais... Non, mais appréciez le nombre, le score quand même, de sièges, c'est... Oui, alors, fédération de gauche, c'est bien. Non, c'est très bien, fédération, vous avez raison, je me rattrape. Non, c'est très bien. Parce que c'est une campagne propre qui a été faite, qui a été du porte-à-porte, qui a été... Bon, les résultats ont été très décevants, donc c'est qu'il y a une erreur quelque part, peut-être dans le leader, je ne sais pas. Mais la fédération de gauche, c'est également une question de déploiement déjà. Quelles sont les circonscriptions qui ont été prises par la fédération de la gauche? Déjà, c'est un parti qui, pour la première fois... C'est pas un parti, c'est une fédération de 3 partis. C'est une coalition de partis, je corrige. C'est une coalition de partis, de formation politique, donc, qui était dans la tradition du boycott politique. Donc, elles sont déjà dans un nouveau rodage, c'est-à-dire pour la première fois, elles abordent on va dire, le compromis, on va dire un début de compromis. C'est clair, vous parliez du fait d'avoir 20 ans. C'est bien que le fait de ne pas faire de concessions, certaines concessions doivent être faites. Et certaines négociations... C'est pas un crime d'avoir 20 ans. Non, ce n'est pas un crime. Certaines négociations doivent être faites que certains leaders ne font pas encore. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le libéralisme c'est bien de défendre le libéralisme, je ne suis pas contre. Mais est-ce qu'on n'a pas en effet besoin aujourd'hui par la nécessité même d'un pluralisme politique réel, d'un vrai parti de gauche avec de vraies valeurs de gauche? Et parce qu'on en a besoin, c'est secret. Qui porte aujourd'hui les valeurs de gauche? La FGD, aujourd'hui, oui, elle les porte. Et quel est l'écho au niveau populaire, à part les likes? Il faut être réaliste à un moment, jeune homme. Je vais vous donner quelques chiffres.
Permettez, j'ai un peu plus d'expérience. Anador, la fédération de gauche a investi, c'est-à-dire elle a donné l'investiteur. Écoutez-moi, jeune homme. L'investiture à quelqu'un dont le métier est pour le moins soupçonnable. Et ça a été fait via le Mu'tamar al-Tihali, parce que la fédération de gauche, c'est la marque, c'est McDonald's. On n'a pas vu derrière qu'est-ce qu'il y a. Non, ça a été bien fait, bravo, la preuve. Des gens super convaincus qui sont prêts à mourir pour ça, c'est très bien. C'est ça la politique. Non, c'est inspirant. La bilade. Non, je suis là, je ne vous fais pas de reproche. D'ailleurs, je n'ai plus de position par rapport à ça. Je vous raconte les faits. Et je vous invite, autant que Sciences Po, de faire cet exercice. Vous savez que dans les élections législatives, il y a ce qu'on appelle les listes locales et les listes nationales. Traditionnellement, un candidat local travaille pour sa pomme et pour la liste nationale. La tête de liste nationale ayant été Nabil Amour. À Nador, il y a un candidat FGD qui, au fond, est un Mu'tamar Tihali, a eu 4200 voix en local et 200 voix en national. Comment vous expliquez ça? Je vous l'explique. Il a donné consigne qu'on vote pour lui en local et en national, non. De quoi a manqué Nabil Amouni pour être au Parlement? Je crois que pas beaucoup. Oui. Ils étaient à 2,50, 50%. 15 000 voix. 4 000 Je peux te donner des exemples comme ça partout au Maroc. C'est-à-dire, prends le total, c'est public, c'est publié, prends le total des voix exprimées pour FGD au niveau local et prends le total des voix exprimées au niveau national, vous allez voir par circonscription qu'il y a des gens qui ont trahi Nabil Amouni. Et ça, c'est une valeur de... je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas la gauche dont je rêve, moi, pour mon pays. Une gauche de trahison. Les trois partis sont déjà en désaccord profond, en conflit. Vous savez sur quoi? Sur quoi? Sur quelle concession faire? Sur le retour de la subvention de la campagne électorale. Quelques milliers de dirhams. C'est cela la gauche qui me fait rêver. Quel est le programme réel pour l'éducation, pour l'emploi? Quel est le programme réel pour l'agriculture? Quelle est la position réelle sur la liberté individuelle, exprimée, assumée? L'IMLEL, elle était où la fédération de gauche? L'arrêt de la voix sur IP, elle était où la fédération de gauche? La participation au débat sur l'IFG. Je vous invite, jeune homme. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Je vous invite à dépasser le cliché. C'est beau parce que c'est de gauche. Moi, je rêve d'avoir une gauche comme vous. Sauf que, un, il n'y a pas l'écho populaire, et deux, il n'y a plus personne pour porter la gauche. C'est quoi la gauche? C'est Nabil Nardoula qui cautionne la décompensation de Belkhelam, ultra-libéral. Ah, mais nous ne disons pas que Benabla est de gauche. Hein. Nous ne sommes pas de cette naïveté-là, pas à ce point-là. Ah ben, il faut vous faire une raison, jeune homme. Ça s'appelle PPS. Parti du progrès et du... Eh ben voilà. Sinon, faites porter plainte et utilisez changer, portez plainte pour qu'il change le nom socialisé. La gauche est une aspiration poétique super géniale quand on a 20 ans. Après, il y a la réelle politique. C'est ma position, je l'assume. C'est du chiracisme, là? Non, c'est de l'utilitaire, il faut se nourrir à la fin du mois. Chirac, quand on l'a traité de con, il a dit « Enchanté, moi c'est Chirac ». C'est ce que je fais. Ouais, ça refroidit la vérité de la gauche, je sais. McDonald's. Il y a des politiciens radicaux de gauche en Italie qui sont en train de se révolter dans le... Non. Mais là, on va ouvrir le débat. Je sais que tout le monde rêve de revenu universel, c'est-à-dire rester chez lui et recevoir un virement. C'est pas possible, ça n'existe pas. Pas encore. Même au paradis, il n'y a pas. J'ai lu tous les livres saints, il n'y a pas. Oui, et du coup, on va ouvrir le débat et laisser le public interagir avec vous, monsieur Zid. Et là, s'il y a des questions... Bien sûr, c'est quelques survivants, parce que la salle se vide de plus en plus. Allez, revenez, la gauche est belle, revenez, monsieur. J'aime la gauche. Jospin, c'était bien. Non, il n'y a pas de questions? Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez dit que le désenchantement de la politique était lié à la distance entre la classe politique et les citoyens qui créait une sorte d'indifférence. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que cette indifférence est due à la nature du système politique et à un sentiment chez les citoyens que cette classe politique ne détient pas réellement le pouvoir ici? Oui, il y a de ça.
Il y a de ça, vous savez, c'est aussi un peu la faute à la classe politique parce qu'elle dit se battre pour arriver au pouvoir. C'est un mythe. Au mieux, au Maroc, on arrive à la gestion des affaires, on n'arrive pas au pouvoir. C'est ça la vérité. Il faudra pouvoir dire la vérité aux gens. On n'accède jamais au pouvoir. Mais le pouvoir ne se partage pas. C'est un documentaire que je vous invite à regarder, ça parle de la France. Le pouvoir partout dans le monde ne se partage pas. On est là pour gérer des affaires. Le pouvoir est là où il est. Ça ne bouge pas. Et tant mieux parce que c'est ce qui fait l'État. L'État, c'est ce qui n'existe plus en Tunisie, n'existe plus quasiment en Libye, existe encore un peu en Égypte, mais difficilement parce que les militaires sont là, etc. C'est cette force immobile qui résiste aux épreuves, qui va au-delà de la conjoncture, qui réfléchit en siècles quand les autres réfléchissent en minutes. C'est ça l'État. Ça existe. C'est pas une main visible, mais ça existe. Alors, votre question c'est, est-ce que les citoyens ont l'impression que ça ne sert à rien? Ben non, visiblement non. Visiblement non, parce que la Constitution de 2011 est quand même le texte. La mise en place, ça prendra du temps. Le texte est assez avancé. On parle d'un chef de gouvernement désigné parmi le parti arrivé premier aux élections. C'est très avancé. En Espagne, il y a la possibilité de, s'il n'arrive pas le premier, on passe au deuxième. Et si le deuxième n'y arrive pas, on passe au troisième. Au Maroc, il n'y a pas. On a donné à la volonté populaire supposée s'exprimer par les urnes, en majorité, l'exclusivité de choisir le clan qui va diriger le clan, parce que c'est désigné dans le parti qui arrive premier. Le parti qui arrive premier. Le chef du gouvernement est le patron d'administration. C'est pour ça que le discours d'ouverture du Parlement contre l'administration était à résonance politique. Aujourd'hui, si vous avez des difficultés de service public dans l'administration, c'est la faute aux politiques, parce que le politique a été élu et nommé, c'est lui le patron d'administration. Ce n'était pas le cas dans la Constitution de 1996. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La Constitution de Mohamed VI a besoin des hommes de Hassan II. Interprétez-le comme vous voulez, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'Abdrahman Yousfi, qui avait une Constitution de 1996, était un vrai chef de gouvernement. Il était patron d'administration. Delegesto était un vrai manager des ministres. Sur le plan économique, c'est lui qui gérait en convergence des dossiers économiques. Bon, depuis les 5 dernières années, on a un super spectacle les mardis, mercredis, jeudis, entre les séances parlementaires, première chambre, deuxième chambre et conseil de gouvernement. Les gens s'amusent. J'ai jamais vu mes compatriotes regarder la télé mercredi après-midi comme on la regarde depuis 5 ans dans les cafés. C'est-à-dire c'est un concurrent de spectacle Barça Real. Ça amuse tout le monde, c'est très bien. Mais on va droit dans le mur. Alors bonsoir, merci beaucoup pour depuis tout à l'heure vous évoquez les problèmes qui sont relatifs à la politique au Maroc. Mais moi ce qui m'interpelle c'est le titre même du débat. Réenchanter la politique au Maroc. Et réenchanter, ça vient du réenchantement, ça fait part au mysticisme, à la magie. Et donc du coup, depuis tout à l'heure vous parlez des problèmes et je veux savoir quelles solutions vous apportez. Aucune. Sinon, je serais ailleurs. Je serais en charge de former le gouvernement en ce moment. J'apporte pas des solutions, j'apporte des outils, des méthodes, si vous voulez vous changer les choses. Moi, je ne veux pas bosser pour vous. Moi, je ne veux pas que vous m'aimez. C'est pour ça que je vous dis cache ce que je pense. Moi, je ne veux pas que vous votez pour moi. À la limite, votre sympathie ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que vous bougez pour votre propre commune. Et donc, si vous voulez, vous habitez quel quartier? Ah, moi je suis pas de Rabat. Moi, je suis pas de Rabat du tout. De là, qu'importe. Je suis des Adidas. Très bien. Si vous voulez demain créer un collectif, changer le Jadida, je vous donne les outils. La base de données de vos élus, comme ça vous les faites chier, vous les énervez. Je peux vous donner l'accès type, aux correspondances type pour écrire à votre commune pour qu'elle change l'éclairage dans votre quartier. Je peux vous donner le modèle de pétition pour faire 400 signatures pour créer un parcours enfant à Al-Jadida. Et voilà, vous ne me devez rien, je ne vous dois rien. Votez pas pour moi, je ne vote pas pour vous. Je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas. Vous me trouvez hautain, moi aussi. Mais bougez pour votre quartier, pour votre famille, ça me va. C'est tout. C'est tout à fait l'inverse des partis politiques. Bonsoir, monsieur Anouazine. Ma question était par rapport à ce que vous aviez dit avant, c'était que le PAM était très conservateur. Et je voudrais bien que vous expliquiez un peu plus. J'ai lu le programme du PAM. Il ressemblait à 80% au programme du PJD, parce qu'il était principalement économique. Voilà. Sur les valeurs de société, je n'ai pas lu des choses qui correspondent à la modernité, telle qu'on l'entend. Je n'ai pas vu des idées qui défendent la liberté. Je n'ai pas vu une idée pour dépénaliser les relations sexuelles en dehors des liens du mariage entre personnes évidemment adultes et consentantes. Je précise mon propos.
J'ai l'impression et même l'histoire de la dépénalisation du cannabis n'était pas dans le programme, incroyable. Il n'y avait que dans le débat. J'ai lu le programme, pardon, je lis. Je ne suppose pas que les programmes se ressemblent, je lis. J'en ai écrit un aussi, qui a été charcuté malheureusement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lu, parce que j'ai écrit. C'est souvent comme ça. Voilà, il n'y avait rien de moderniste. Il n'y avait rien de... J'ai pas vu le début d'une proposition d'un code civil de l'héritage. Je sais pas, j'ai pas vu une position appuyée sur la liberté pour la femme de disposer de son corps, qu'elle soit, voilà, qu'elle dispose de la liberté de son corps. J'ai pas vu ça. Vous savez, j'ai été au Mexique, j'étais en Colombie, je raconte l'expérience. Après, est-ce que je raconte pas? Quand tu arrives au Mexique comme en Colombie, sachant que je viens du Maroc, vous avez un gentil type qui vient te voir, gentil. Et Monsieur Zine, welcome, bienvenidos. On va travailler, on va vous faire visiter le Parlement, les institutions. Mais le soir, vous allez vouloir sortir. Je dis oui. Elle m'a dit, vous êtes au bar. Vous l'invitez à prendre un verre. Elle dit oui, beaucoup. Elle dit non. Si vous l'invitez la deuxième fois, vous irez en prison. Merci beaucoup. Oui, parce que ça s'appelle du harcèlement. Elle prend le premier verre. Vous lui proposez un deuxième, elle accepte. Vous lui proposez de prendre un verre à l'hôtel. Elle accepte de vous accompagner. Top, faites bien le job. Elle refuse. Vous lui redites une deuxième fois. Non, non, j'insiste, venez avec moi à l'hôtel. Vous irez en prison. C'est pas terminé. C'est pas terminé, je ne vous raconte pas d'histoire. Vous êtes à l'hôtel. Vous êtes au 10e verre. De lait, j'entends. Et là, il y a que de l'eau, c'est pas normal pour des Sciences Po. Moi, j'ai fait Sciences Po Strasbourg, il n'y avait pas que de l'eau. Ah, c'est plus tard. C'est ça. Vous avez fini le 10e verre, vous lui proposez de monter dans la chambre. Elle vous suit, c'est très bien. Elle refuse, vous dites ça une deuxième fois, vous irez en prison. Vous êtes dans la chambre, vous proposez, elle accepte, c'est très bien. Elle dit non, vous ne la touchez pas. Si vous la touchez, vous irez en prison. Il y a plus loin, et c'est pas une blague. Je ne fais pas ça pour faire le malin, je vous raconte que tel que ça raconté. Vous êtes en plein acte, elle vous dit d'arrêter. Vous arrêtez. Si vous continuez, c'est un viol, vous irez en prison. Voilà pourquoi ça nous avons d'être en prison. Parce que les lois là-bas ont évolué suffisamment pour protéger la femme. Je n'ai pas vu ça dans le programme du pain. Donc je ne sais pas de quelle modernité on parle. Sinon j'ai bien retenu la leçon du Mexique et de la Colombie. Et voilà pourquoi Hassan Saada, le boxeur, est en prison. C'est impardonnable. On ne plaisante pas avec ça là-bas. La femme est sacrée. Et d'ailleurs je le dis dans le bouquin, il faut... Parce que j'aime pas le mot discrimination positive. Pour réinstaller l'équité, ce n'est pas l'égalité qu'il faut. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire être très en sa faveur des femmes de mon pays aujourd'hui pour essayer d'installer une espèce d'équité. Parce que les injustices sont... J'aime pas le mot discrimination positive. Dès que c'est discriminatoire, c'est pas positif. Plutôt, voilà, dans le sens anglais. Yes, thank you. Il y a une autre question. Sinon, les gars pouvaient aller au Mexique, c'est génial. Pardon. Alors, bonsoir monsieur, ma question est la suivante. Selon vous, quel rôle les jeunes doivent jouer afin de réenchanter la scène politique marocaine? Dans l'absolu, ne rien attendre. Vous savez, comme dans les relations amoureuses, quand on crée de l'attente et qu'il n'y a pas la réponse à une attente, il y a de la frustration, après ça crée des problèmes, on n'arrive plus à se parler, ça devient compliqué, tout ça. 14 février, c'était hier. C'est une belle occasion pour se remettre ensemble. Je vois qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire. Ne rien attendre, c'est-à-dire ne pas développer d'attente. Et agir par les moyens de la démocratie participative qu'offre la Constitution. Je vous renvoie à l'article 1 de la Constitution. Vous savez, il dit quoi l'article 1 de la Constitution? Il dit que le Maroc est un régime basé sur la monarchie constitutionnelle, la démocratie citoyenne. Elle est citée avant la démocratie élective. C'est extraordinaire. Le texte est très en avance. Vous n'êtes pas content de quelque chose dans votre commune, votre arrondissement, etc., vous pouvez faire un plaidoyer, coopérer avec les élus, porter plainte ou organiser une pétition, une motion pour changer les choses. C'est vous, citoyens, qui ferez ça. C'est-à-dire, revenons à ce qu'a dit Rousseau, ceux qu'on envoie dans les assemblées élues ne sont pas nos maîtres, mais sont nos serviteurs. Et il faut les ramener à la condition de serviteurs. À Mexico City, c'est 30 millions d'habitants,
le soir et c'est 36 le jour. C'est le Maroc. Et Mexico City, c'est un système très décentralisé. C'est pas un maire qu'on élit, c'est quasiment un chef de gouvernement local. Eh bien, celui qui a été élu par les urnes, s'il y a une pétition pour le destituer qui recueille le nombre minimum, il est destitué. Ça fait quoi? Ça fait qu'on rétablit le pouvoir aux citoyens. Quand vous ouvrez un compte en banque, vous mettez de l'argent dans ce compte. L'argent est toujours pour vous. La banque n'est qu'un gestionnaire. Mais quand on vote, d'ailleurs l'expression est vicieuse, on dit « j'ai donné ma voix ». Ça devrait être « j'ai prêté ma voix ». Je dois être en mesure de la retirer quand je veux. Comme ça, l'élu, il sait qu'il est un gestionnaire d'une voix, d'une confiance. Et comme ça, l'élu, il ne travaille pas pour ceux qui l'ont élu, quand il travaille pour ceux qui l'ont élu. Parce qu'en général, nous n'avons pas des électeurs, nous avons une clientèle électorale, c'est-à-dire c'est une transaction électorale, argent ou autre. Donc l'élu, même quand il est élu, il n'a plus de compte à rendre aux gens qui ont participé à son élection. Donc non seulement l'élu va travailler que pour ceux qui l'ont élu, il va travailler pour toute la ville. C'est comme ça que fonctionne le Mexico City. Pourquoi je parle du Mexique et de la Colombie? Parce que ce sont des sociétés qui nous ressemblent. Si je devais vous exposer la démocratie participative suisse, vous allez me détester encore plus que vous le faites maintenant. Parce que c'est inaccessible. En Suisse, les élus ne servent plus à rien. Ce sont les citoyens qui décident. Tous les jours, ils ont des enveloppes chez eux et ils décident si oui ou non, par référendum local, ils vont adopter telle décision. C'est un modèle juste extraordinaire. Donc, que doivent faire les jeunes pour réenchanter la politique? Augmenter cette demande citoyenne, l'offre et la demande. N'oubliez pas. Et quand il y a la demande et la vigilance publique, vous assistez aux sessions des communes, vous posez des questions, vous suivez l'ordre du jour, vous intervenez avant que dans cet ordre du jour, il y ait des choses bizarres comme la fin de la mixité dans les transports publics. Attendez-vous à ça. Des bus pour hommes et des bus pour femmes. Ça va venir. Vous croyez que c'est loin? Oui, je sais, ça fait rire. Pas du tout. C'est que vous ne connaissez pas du tout ceux qui sont en train de gérer nos villes, à quoi ils ressemblent dans leur tête. C'est juste hallucinant. Si la demande citoyenne augmente, l'offre et le rendement politique du produit gouvernance va automatiquement augmenter. C'est le seul moyen, mon ami. On n'y arrivera pas autrement parce que la machine du système, l'algorithme est fait pour disposer suffisamment et à chaque fois des voies nécessaires pour faire élire ces institutions élues. Bonsoir. Oui, et félicitations au Cameroun, champion de... Ravi. Astar, on entend bien. Qui a lancé un mouvement avec une réelle finalité, qui est l'accession au pouvoir, vu qu'elle se présente à la présidentielle française. N'y a-t-il pas de réelles aspirations politiques derrière votre mouvement changé? Est-ce qu'il n'y a pas des aspirations politiques derrière le mouvement changé? Je répète pour la salle. À l'instar de Ramayad qui a créé son propre mouvement en France et qui se prépare aujourd'hui pour les élections présidentielles. Non. Non, parce que je viens de perdre des voix là, en disant la vérité. Si j'organise un vote là tout de suite, j'aurai aucune voix. J'ai été pendant 10 ans dans un système où je sais caresser dans le sens du poil pour avoir des voix. Je l'ai fait pendant 10 ans. Aujourd'hui, je me tiens à un discours de vérité, que ça plaise pas, je dis la vérité. Ça devrait plaire en principe, mais parfois ça ne plaît pas. On peut vous trouver orgueilleux, hautain, quelqu'un qui ne respecte pas son auditoire, qui dit que la gauche c'est pas bien. Voilà, je dis ce que je pense, et c'est loin de moi l'idée de revenir aux urnes. Je veux pousser les citoyens à être plus exigeants et plus connaisseurs le jour du vote. Parce que si on travaille avec les élus, si on fait des pétitions qui passent pas, si on s'intéresse à la chose publique, le jour du vote sera non pas un jour de commencement, mais un jour de fin, un jour de bilan. Je vais voter en mon âme et conscience. Et puis, et c'est une chance pour le Maroc, nous sommes une monarchie constitutionnelle, nous ne sommes pas un régime présidentiel. Donc il n'y a pas de place pour les ambitions personnelles. Il y a la place pour un seul chef, et on est content qu'il soit là. Il fait bien le job. Bonsoir, M. Zine. Bonsoir. Je suis Bobo gauche au... La gauche. Non, la gauche. de la gauche, la fédération de gauche. Ouais. J'ai une citation à vous dire, monsieur. Plus la réflexion est poussée, plus elle est prompte à se ressaisir. C'est une citation de Soren Kierkegaard dans son ouvrage L'art de l'ironie. Vous qui aimez bien l'ironie, du jeu de mots. Donc, j'ai fait une petite recherche dans votre site web. Voilà, je vais lire. Changer nous-mêmes, changer les autres et faire changer les choses. De 1. C'est pas prétentieux de votre part, monsieur, de vouloir changer, c'est-à-dire changer nous-mêmes. On a cette liberté de ne pas changer, en fait.
changer les autres. On impose les autres à changer. Deuxièmement, monsieur, j'ai aussi trouvé dans votre site intervenir dans la conception des budgets. Intervenir dans la conception des budgets, monsieur, c'est... Pourquoi vous ne visez pas en fait le fond du problème? Ou bien l'abysse dans les... Vas-y, engouffrez-vous dans les abysses en fait. Intervenir dans la conception des budgets, c'est-à-dire quand la loi de finances, quand le budget alloué au cabinet royal ou bien à la famille royale vient à la veille du vote de la loi de finances et voté à l'unanimité et qui n'est même pas conçu au Parlement, ça crée un petit peu un petit couac ou bien un écran de fumée. Je vous reproche en fait le fait de ne pas citer les choses comment elles sont. Et aussi, je voudrais aussi intervenir sur le fait que vous affirmez que chaque citoyen compte, que le vote de chaque citoyen a une importance, alors que moi je trouve que c'est illusoire. Ça, c'est beau à entendre, mais en fait, dans la réalité, c'est illusoire. Que chaque vote est... C'est-à-dire on a cette prétention à croire que je vais arriver à changer les choses par mon vote, alors que non. C'est ça en fait les failles de la démocratie. C'est-à-dire que en allant voter, c'est-à-dire que c'est comme des moutons et on laisse pérenniser le système entre guillemets démocratique. Voilà. C'est ce qu'ils vous disent à l'FGD, que voter c'est des moutons? Non, pas du tout, monsieur. Je ne suis pas de la fédération de gauche. Ok. Je réponds dans l'ordre. Est-ce que c'est prétentieux ou est-ce que je suis prétentieux? Oui. J'ai posté le 12 mai 2016 un post en disant « Je cherche 100 personnes pour changer le monde ». Il y a des fous qui ont répondu qu'ils étaient partants, ils ne savaient pas de quoi je parlais. Ça m'a touché. C'est ce jour-là que j'ai réservé le nom de domaine changer.ma. Et à cette époque, j'étais encore un petit prince à l'UC, c'est-à-dire je faisais le prime time au nom de l'UC pour débiter mes conneries à la télé. Il y avait 1 million de téléspectateurs. J'ai fait le plus gros score sur une émission de 2M à la veille des élections. Est-ce que c'est prétentieux? Oui, parce qu'il faut avoir de la prétention pour pouvoir se lever le matin, être de bonne humeur et avoir la capacité quand même de bousculer un petit peu les choses positivement autant que possible. L'arrogance plutôt alors. Pardon? L'arrogance. Oui, il faut être arrogant. Messi est arrogant, Ronaldo est arrogant. Il n'y a pas de mal, l'arrogance sur un plan artistique, si vous voulez qu'on pousse l'exercice plus loin, je vous invite à lire l'histoire de l'art, vous qui aimez lire visiblement. Vous allez voir que l'arrogance c'est important. L'arrogance c'est ce qu'a fait Picasso. Il a dit je peux dessiner en 3D à l'époque, c'est Picasso. C'est comme ça, mais je ne prends pas pour Picasso. La deuxième chose, vous avez dit participer au budget. Alors vous n'avez rien compris à ce qui est écrit sur le site changer.ma, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Ça s'appelle les budgets participatifs, Mizaniyat Tasharoukia. Mais voilà, mais c'était pas en fait, c'est ce qui était écrit, intervenir dans la conception des budgets, virgule, et vous avez basculé vers un autre concept. Ouais, j'ai changé de webmaster. Alors je vais jusqu'au bout de mon idée, merci de m'offrir cette occasion. Ça s'appelle les budgets participatifs, les budgets participatifs, c'est dans les lois organiques des communes, des provinces et des régions. Qu'est-ce que disent ces lois que je vous invite à lire, si ce n'est pas déjà fait, je suis quasiment certain que vous les avez lues, et que vous vous intéressez tellement aux institutions. C'est que ces institutions élues mettent un budget à disposition des projets des citoyens. Genre, sur un budget de fonctionnement de 600 millions de dirhams d'investissement pour la commune de Casablanca, la commune décide que 100 millions de dirhams, ce sont les projets des citoyens qui vont concourir. Il y a un jury, une commission qui est composée des élus, de la société civile, etc., et qui sélectionne les meilleurs projets proposés par les citoyens et financés par la commune. Ça s'appelle les budgets participatifs, ça vient de la démocratie participative. Ça existe au Mexique, ça existe en Colombie, et on a l'arsenal juridique pour que ça existe au Maroc. Sauf que ce n'est pas pratiqué parce que le personnel politique ne veut pas véhiculer tout ça. Après, vous avez parlé du budget de la famille royale et du cabinet royal. Oh là là, vous me coincez. Voilà un sujet sur lequel moi je ne peux pas parler, franchement, j'ai peur, en plus il y a une caméra. Mais vous croyez que le problème du Maroc s'arrête au budget de la royauté? L'Angleterre, c'est pas une dictature. C'est un problème, juste parce que pourquoi il arrive la veille et il est voté? Vous pouvez porter plainte, vous pouvez mettre une pétition, elle peut être signée par combien? 25 000, vous pouvez changer cette disposition. En tout cas, c'est voté conformément à la loi. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. 1. 2. Parce que moi, j'ai le courage d'aller jusqu'au bout de l'idée. Peut-être pas vous ce soir, c'est pas grave. Je suis pas courageux, monsieur. Ça s'apprend. L'Angleterre, c'est pas une dictature.
Chaque sujet de Sa Majesté en Angleterre paye des taxes pour la royauté. Ce n'est pas le cas au Maroc, ce qui est exceptionnel. Vous savez que pour critiquer la reine d'Angleterre en plein Londres, il y a une place. Vous ne pouvez pas rester sur le sol parce que le sol appartient à la reine d'Angleterre. Il y a une petite chaise, vous pouvez monter sur la chaise, que vos pieds ne touchent pas le sol pour que vous puissiez dire ce genre de phrases. Nous sommes un pays très démocratique, vous avez raison de dire ce genre de choses. Mais je vous le dis les yeux dans les yeux, le budget du Maroc ne souffre pas du budget de la royauté ou de la cour royale. Et si vous voulez qu'on fasse de la compta, parce que j'en ai fait moi dans ma vie de la compta, actif et passif, investissement, retour sur investissement, ce qu'apporte la royauté au Maroc est énorme par rapport à ce que coûte la royauté au Maroc, sur un plan financier. Et donc si je devais décider, j'augmenterais le budget de la cour royale. Mais je ne décide pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux enchaîner sur la mienne. Ok. Donc vous voyez la jeunesse que vous avez à convaincre, Monsieur Zine, et du travail. C'est que les idées sont tellement claires. J'aimerais... Ils n'ont pas l'habitude d'un discours franc. J'aimerais terminer sur une question assez générale. Notre professeur de théorie politique, Monsieur Ferrier, qu'on salue au passage. Salut. Qui ne nous a pas fait l'honneur de sa présence malheureusement. Ah, il ne sait pas ce qu'il a raté. Nous a raconté une petite anecdote en classe en nous expliquant que Monsieur Bouteflika avait envoyé ses condoléances à la famille de Monsieur Hollande parce que Monsieur Hollande ne s'est pas présenté aux prochaines élections présidentielles. Il envoyait donc ses condoléances à la famille de Monsieur Hollande en expliquant que si on se retirait de la politique et donc qu'on cédait le pouvoir, c'est qu'on devait être sûrement mort. Tu connais? Sûrement mort. Ouais. Vous avez quitté l'UC, vous avez refondé derrière un mouvement, vous n'êtes plus trop vraiment un homme politique, je veux dire plutôt un homme engagé. Oui. Mais est-ce que vous pensez qu'une fois qu'on a goûté à ça au pouvoir, on est capable véritablement de s'en détacher? Vous restez le leader d'un mouvement, quoi qu'il arrive. Et Non, vous avez le pouvoir entre non. vos mains de convaincre une jeunesse. C'est gentil de m'accorder ce pouvoir de convaincre les gens. En tout cas, j'essaye. J'ai fait un livre, j'ai fait un site, j'ai fait un mouvement, je fais ce que je peux pour convaincre les gens de participer pour leurs pommes, pour eux-mêmes. Mais je ne suis pas dans le rapport que peut être celui des partis ou des associations par rapport aux citoyens. Vous savez, dans une association, dans un parti, vous avez un chef. À changer, il n'y a pas un chef. Il y a des citoyens, à pied d'égalité, fondateurs ou des gens qui suivent. Vous avez des gens qui travaillent pour ce chef. Et vous avez une hiérarchie qui s'installe pour concentrer le pouvoir entre les mains du chef et les proches et les sbires du chef. Ce n'est pas le cas à changer. D'ailleurs, vous êtes témoin de la franchise de ce discours aujourd'hui. Et c'est le discours officiel que je tiens. Et après, les gens sont libres de s'exprimer en tant que membre du mouvement changé. Maintenant, pour revenir à ma carrière personnelle, je n'ai jamais goûté aux délices du pouvoir. Pas encore. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'accède pas au pouvoir, je viens de dire, on accède à de la responsabilité, à la gestion des affaires publiques. J'ai été dans un parti pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il a été dans l'opposition parlementaire. C'est pas ce qu'on peut appeler du pouvoir. Et au sein de l'UC, j'ai eu des parcelles de pouvoir pour décider de certaines choses. J'en ai recensé quelques-unes tout à l'heure par rapport au jeu de lycée sur les libertés individuelles ou la prise de position sur Blimnal, sur la voie sur IP. C'est jouissif le pouvoir, mais c'est pas une drogue. C'est-à-dire qu'on arrive facilement à se passer de ces moments où on croit contrôler tout et être le prince de quelque chose. Pour ma carrière, pour moi personnellement, ce n'est pas une dépendance. Je peux très bien me passer de ce semblant, je dis bien semblant, de pouvoir à l'aise, et c'est ce que je fais avec Changer, puisque je mets à l'aise tout le monde pour changer lui-même, changer les autres, et changer ce qu'il peut au sein de la communauté. Eh ben alors, on vous remercie, Monsieur Zine, pour ce passage de notre grande radio Sciences Po Rabat. Merci. On remercie les invités et au prochain rendez-vous avec Sciences Po Rabat. Merci.